Alright, alors bienvenue tout le monde, bienvenue sur le podcast Humain d'exception. Si c'est la première fois que vous regardez le podcast, ben c'est simple, je pars moi à la rencontre de plein d'humains d'exception qui m'inspirent pour plein de raisons. Écoute, ça peut être de leur personnalité, ça peut être leur message, ça peut être leur mission, leur entreprise, leur succès aussi en affaires ou dans différentes catégories. Aussi par des fois leur courage, leur persévérance, leur résilience aussi. Fait que je m'entretiens avec ces humains-là sur en fait tout ce qui va nous inspirer les deux ensemble à jaser autour de tout ce qui est beau et bon pour l'humain. Puis te donner aussi envie aux gens qui vont nous écouter d'allumer eux aussi leur excellence afin de pouvoir incarner leur exception, leur différence à leur façon. Fait que c'est sûr que ça va être une entrevue humaine en toute simplicité, authenticité, avec un autre humain d'exception. Mon nom est Benoît Laflamme et on part ça maintenant. J'ai la chance de recevoir Manu Lemire. Bienvenue Manu sur mon podcast. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir là. Je sais que ton horaire est quand même assez chargé, fait que merci d'avoir retrouvé un petit trou pour moi. Puis écoute, Manu, pour les gens qui te connaissent pas, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai été voir sur toi, puis on a eu la chance de se croiser dans un autre podcast il y a pas longtemps aussi. T'es auteur, best-seller, t'es un conférencier international, t'as des milliers de clients aussi à travers le monde. Puis tout ça à quoi? 30 ans? Ou t'as quel âge, Manu? 32 ans. 32 ans. Quand même, c'est impressionnant. Puis j'ai parlé de toi aussi à des amis, un souper qu'on a eu après qu'on s'est vu. Puis j'étais comme, my God, que j'aurais aimé avoir ce talent-là, cette drive-là, ce mindset-là, cette façon de voir les choses-là. Moi aussi, à 20 ans, puis à 30 ans, puis je trouve ça magnifique. Tu m'inspires de beaucoup par ça. J'ai eu une belle connexion avec toi la dernière fois qu'on s'est vu, puis je me dis qu'il faut que Manu soit sur le podcast des humains d'exception. Fait que j'ai envie de te demander excuse, je l'ai pas te couper. J'ai envie de te demander, avant qu'on rentre dans des sujets, parle-moi de toi un petit peu, parle-moi de ton parcours et aussi de l'humain derrière ce beau succès-là, Manu. Parfait. Fait qu'aujourd'hui, évidemment, tu sais, ça peut être en quelque sorte impressionnant de se dire, hey, tu sais, 32 ans, tournée de conférence à l'international, livre best-seller, puis tout ça, mais en même temps, ça fait 15 ans que je fais ce que je fais puis que je travaille sur cet objectif-là. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que les gens doivent pas oublier, c'est que, tu sais, si quelqu'un commence à 6 ans à faire quelque chose, ben rendu à 20 ans, à 14 ans d'expérience, ça se peut qu'il soit en avance sur ce domaine spécifique. Fait que, tu sais, il faut faire confiance au temps aussi, puis tu vois, moi, les 7 premières années dans lesquelles j'ai commencé à bâtir mon empire autant en ligne qu'en présentiel, ben ça n'a pas nécessairement donné des grands résultats. Fait que tu sais, je travaillais beaucoup dans le back-end, je travaillais beaucoup justement sur moi comme personne, sur mes capacités d'orateur, sur ma façon de communiquer. Fait que tu sais, c'était beaucoup de travail sur Manu pour que quand le moment arriverait où est-ce que là, le public allait réagir, les gens sur Internet allaient répondre aux messages et tout ça, pour que je sois prêt à l'endosser, que je sois prêt à l'incarner, puis que je sente que justement, j'arrive pas là en mode imposteur. Puis tu sais, surtout, j'ai jamais essayé d'avoir plus de succès que le niveau de succès que j'étais prêt à avoir. Intéressant ça. Intéressant. Tu peux-tu le redire, s'il te plaît? J'ai jamais essayé d'avoir plus de succès que le niveau de succès que j'étais prêt à avoir. Et tu sais, sûrement que tu en vois beaucoup de personnes à travers le coaching, tout ça, puis qui se posent énormément de questions, puis qui ont l'impression qu'ils réussissent pas, que c'est tough, que ça marche pas, mais c'est peut-être qu'ils essayent de faire quelque chose qu'ils sont pas prêts à faire ou d'obtenir quelque chose qu'ils sont pas prêts à avoir. Exact. Parce qu'il y a un processus derrière tout ça. Fait que c'est en commençant à 17, c'est ce qui m'a amené dans les 15 années suivantes à justement faire mon nom à travers l'industrie du développement personnel, par après développement d'affaires. Mais tout ça a commencé de base avec une intention, moi, de me sauver ma propre vie, parce que j'étais un gars qui a grandi dans un univers de victimes, père violent, toxicomane, sans abri avec ma mère, à essayer de se sauver, réussir à obtenir une vie meilleure, déménager des dizaines et des dizaines de fois pour quitter nos circonstances défavorables. Fait que en partant d'absolument rien, de base, moi, la croissance personnelle, c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a permis moi-même. Tu sais, j'ai pas commencé en me disant je vais être le coach qui va changer le monde, qui va changer ci, qui va changer ça. Non, tu as commencé par te changer, te sauver toi avant d'en faire un métier, là, en fait. Avant de vouloir aider les autres. Puis je trouve ça beau, puis très mature, puis très inspirant, intelligent que tu aies pensé. Puis, tu sais, en fait, ce que tu as appris tous avant d'être capable de faire ce que tu fais maintenant, c'est que tu as appris le savoir-être avant.
Exact. T'as appris vraiment à te. Fait, t'as appris à être. T'as appris à te sauver, en fait, avant de pouvoir sauver les autres. De faire du travail sur soi, tout simplement, puis de respecter le mot travail dans le travail sur soi. Tu sais, ça nécessite des efforts, ça nécessite du temps, ça nécite de l'argent, ça nécessite des sacrifices, puis il y a beaucoup de personnes qui voient pas, justement, ils pensent que, tu sais, à cette heure, pour toutes les solutions, là, on nous vend, c'est la pilule magique pour maigrir, la pilule magique pour le succès, la pilule magique pour la productivité, la pilule magique pour régler le TDA, là, tu sais. C'est tout le temps une approche du qu'est-ce que je peux prendre en 45 secondes qui va changer complètement ma vie, et non pas qu'est-ce que je peux faire pendant 15 minutes par jour pendant 3 ans qui va changer ma vie. C'est exactement ça. Puis il n'y en a pas de pilule magique, puis il n'y en a pas de formule magique, puis il n'y en a pas de programme magique. C'est un travail sur soi, puis tu l'as tellement dit, il y a bien des gens qui veulent travailler. Ils veulent se changer, ils veulent changer des choses sur soi, ils sont sur le soi. Ah, faut que je sois dans mon soi, nanana, mais ils veulent pas travailler. Ils veulent pas faire des efforts, ils veulent pas prendre leur courage à deux mains pour les prendre, les décisions, puis passer à l'action. Puis des fois, c'est même pas, tu sais, de leur faute en tant que tel, dans le sens, c'est même pas qu'ils sont lâches, c'est même pas qu'ils veulent pas faire les efforts, tout ça, c'est juste que, tu sais, c'est la nature humaine que, OK, je te donne 2 choix. Tu peux aller à Québec en char, tu peux aller à Québec à pied. Évidemment, tu vas aller à Québec en char. Puis ça fait pas de toi quelqu'un de lâche. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est vrai, je comprends très bien. C'est un bel exemple pour voir ça. Puis tu sais, dans notre société, on a tellement de promesses à gauche, à droite sur Internet qui nous montrent que ça va être facile, qui nous montrent que ça va être rapide, que là, les gens sont pas lâches, sont juste conditionnés à se dire que si ça va pas vite, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris la bonne affaire, la bonne méthode. Fait que là, s'ils essayent pendant un petit moment, ça réussit pas nécessairement, ils se disent, ben crime, j'avais pas la bonne méthode, je vais essayer autre chose. Mais finalement, ils commencent juste à courir 15 courses différentes dans 15 directions différentes. Exactement. Ils se demandent après ça, au bout de 3 ans, pourquoi ils sont pas encore où est-ce qu'ils voudraient être. Mais c'est pas nécessairement de leur faute, c'est très sociétal en même temps. Très belle réflexion, puis 100% d'accord avec toi. Puis qu'est-ce que tu penses de ça, comme ceux qui promettent là, ils promettent le rêve, ils promettent des transformations incroyables en tant de jours, tant de semaines, puis tu sais, c'est comme si tabarouette, c'est la dernière merveille du monde, puis c'est juste une lune de miel qu'ils vendent, en fait. Comment tu vois ça, toi? Je pense que ça peut être bon ou mauvais. Dans le sens que si tu fais une promesse, tu sais, dans le fond, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise promesse, il y a juste, es-tu capable de deliver sur ta promesse? Effectivement. Fait comme si... je sais pas, moi, Bruni Surin me promet qu'il va m'aider à améliorer mon sprint. Je vais avoir tendance à y faire confiance à cause de son expérience, sa feuille de route, ses accomplissements. Puis, tu sais, probablement qu'il va vraiment avoir des outils qui vont me permettre de m'améliorer parce que ce que tu sais pas, tu le sais pas. Puis, évidemment, la recherche de raccourcis, tu sais, je veux dire, l'école, c'est un raccourci vers l'éducation, tu sais, un raccourci qui dure des dizaines d'années, mais comme, tu sais. C'est un chemin. C'est ça. Fait que, oui, il existe, tu sais, moi-même, mettons, si j'ai un de mes étudiants, par exemple, qui fait les mêmes choses que j'ai faites ou à qui j'enseigne mes méthodes, mes techniques, tout ça, je m'attends à ce qu'il réussisse à atteindre un niveau qui va être supérieur au mien en moins de temps que ça m'a pris pour me rendre là, parce que lui... Ouais, ce qui est tout à fait logique. Ben oui, il n'y a pas besoin de faire les erreurs que j'ai faites. Je ne vais pas, dans le programme de coaching, mettons, d'1 an, je ne vais pas lui dire, OK, fait que là, après 4 mois, oublie pas, il faut que tu fasses cette erreur-là pour comprendre telle leçon. Non, tu vas y éviter. Ouais, c'est ça. Fait qu'en y évitant, c'est ça qui permet finalement de faire des raccourcis. Parce que sinon, ce serait juste filme ta vie pendant 15 ans puis dire à quelqu'un j'ai la méthode magique pour qu'en 15 ans tu réussisses toi aussi. C'est de vivre la même vie finalement. Ça marche pour ça. Marche pas même. Fait que tout est dans la présentation aussi, puis tu sais, la façon de l'expliquer. Puis tu sais, l'intégrité. L'intégrité, c'est ça. Justement, regarde, ça m'amène là. J'avais une question que je voulais te poser. Tu sais, c'est quoi les valeurs, mettons, de Manu Lemire? Tu sais, c'est l'intégrité, tu viens de le mentionner. Fait c'est sûr que, en tout cas, de ce que j'ai ressenti à date que je t'ai vu, puis ce que j'ai vu passer, t'as l'air d'un gars intègre. Puis c'est quoi l'intégrité, mettons, pour toi? Ben, l'intégrité, authenticité, honnêteté, c'est toutes les... Tout dans la même, je m'en dire la même salade de fruits. Mais tu vois, donner cet exemple-là, c'est un exemple que, tu sais, je suis pas en train d'essayer d'être d'un ficelle dans la perfection. Puis tout ça, non, pour moi, c'est... Pas du tout. J'étais le gars à l'école qui levait sa main, puis qui se retournait vers la classe au complet, puis qui était comme, vous me niaisez que vous comprenez tout? Comme, c'est sûr, je suis pas le seul cave ici, là. Tu sais, puis je confrontais la classe en mode,
Comme, pouvez-vous, vous aussi, montrer au prof que, comme, au lieu Ouais, soyez honnête, là. Soyez honnête, là. Tu sais, au lieu c'est qu'elle ça. pense qu'il y a un cave dans la classe qui suit pas, ben, comme, qu'elle sache qu'il y a peut-être quelque chose, puis tu sais, ouais. heureusement, il y en a d'autres qui ont levé la main, puis j'étais pas finalement le seul cave. Mais, tu sais, c'est d'oser poser ces questions-là. Fait que pour moi, l'intégrité, l'honnêteté, c'est que, tu sais, mettons, quand j'ai commencé en coaching, là, j'ai commencé à coacher, j'avais 17 ans. Wow. 17 ans. 17 ans, puis tu coachais qui, mettons, à 17 ans? Anyone, anytime, anything. Genre, je pouvais T'avais pas le syndrome de l'imposteur ou t'avais pas comme dit, si je vais être crédible à 17 ans? Moi, là, coacher des gens. Puis, OK, je vais expliquer pourquoi. Puis ça, là, ça m'intéresse. Régler le syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, en passant, là, peu importe à quel niveau on est dans la vie, dans quel domaine, c'est normal d'avoir une certaine part du syndrome de l'imposteur. Totalement. Parce que on va souvent se comparer à des gens qui sont, tu sais, par exemple, moi, je me dis, tu sais, tantôt, tu as dit, hey, wow, 32 ans, t'as accompli beaucoup d'affaires, pis tout ça. Moi, je me compare, hey, Jésus, mort à 33, check qu'est-ce qu'il a accompli. Tabarouette, tu sais, je suis un imposteur. Mais comme, j'adore. Là, c'est en blague, tu nous remets en contexte, ben, tu te donnes une shot, là. Fait que... Jésus, il est mort à 33 ans. Hey, imagine-toi, ça n'aurait pas été crucifié, lui, tout ce qu'il aurait fait dans sa vie. C'est fou, hein, tu sais. On t'arrête mental. Là, son autre livre qui aurait pu sortir, tu sais. La Bible 2. Mais, la Bible 2. Mais là, aujourd'hui, ça a arrêté la Bible, la suite. Pour multiplier 10 000 pains par mois. Tu sais, ouais, c'est ça. Les fameux online courses. Le premier influenceur de masse, ouais. Follow for more advice. Hey, ben, c'était le premier influenceur, le premier conférencier, le premier coach, le premier... Ben oui. Je veux dire, ce gars-là, il partageait sa philosophie, c'est en quoi il croyait, puis il emmenait les gens dans ça. Je veux dire, c'est un peu ça qu'on fait, en fait. En passant, tout ça, c'est dépenses d'entreprise. Nouvelle gogoune, genre, tout, en tout cas. Fait que, tout ça pour dire, syndrome de l'imposteur. S'il y a des gens qui sont à l'écoute qui l'ont, et j'en doute pas qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont, le meilleur conseil que je peux donner, puis ça revient aux leçons d'intégrité, d'authenticité, d'honnêteté, c'est n'essaye pas de te faire croire ou de faire croire aux autres que t'es meilleur que ce que t'es et que tu peux aider des gens que tu peux pas aider. Fait que, tu sais, live, OK, ça fait 15 ans que je fais du coaching. Fait que, of course, en ce moment, 99% des gens qui viennent me voir, même si j'ai des clients qui sont multimillionnaires, qui ont 30 ans de plus que moi, puis j'ai aucun doute que je peux aider ces gens-là. Mais si Tony Robbins, si Grant Cardone, si Gary Vaynerchuk viennent dans mon bureau, puis sont comme, Manu, on aimerait ça que tu nous coaches, ça se peut que j'ai un syndrome de l'imposteur puis que je me demande, tu sais, OK, oui, on va avoir des discussions intéressantes, je sais, on va philosopher, on va brainstormer, mais est-ce que je suis vraiment rendu au point où je peux dire hors de tout doute que je suis la meilleure personne en ce moment pour aider ces gens-là? Moi, être honnête avec toi, la réponse, c'est non. Puis est-ce que le fait d'avouer ça diminue ma valeur auprès de toutes les personnes que je suis apte à aider en ce moment? Pas pantoute. Non, pas pantoute. Quand j'ai commencé à 17, puis tu me poses la question, mais est-ce que c'était un syndrome de l'imposteur? Tu disais-tu, ben non, tu sais, je me prends pour qui d'aspirer, coacher, quoi que ce soit. À 17, je coachais les gens que j'étais capable de coacher avec l'expérience que j'avais. Fait que, tu sais, si j'ai un passé de résilience, j'ai un passé de me sortir de la violence, j'ai un passé de réussir à changer mon mindset par rapport à des situations d'injustice puis tout ça, ben quelqu'un qui a 40 ans puis qui a vécu peut-être moins d'injustice dans sa vie que j'en ai vécu, va peut-être bénéficier de ma façon d'avoir process mes injustices. Fait qu'à ce moment-là, c'est juste d'accepter qu'on peut aider ceux qu'on peut aider, puis ceux qu'on peut pas aider. Tu sais, moi, je le disais des fois à certains clients, tu me poses une question, je ne sais pas quoi te répondre. Je vais pas te bullshiter une réponse, je vais pas t'inventer quelque chose, je vais pas essayer de détourner ça. Je vais dire, en ce moment, j'ai jamais vécu ou j'ai jamais coaché des gens qui ont vécu ce que tu vis en ce moment. Fait que, est-ce que tu me permettrais d'aller m'informer ou d'aller faire mes recherches, tout ça, puis je vais te revenir à notre prochaine session, peut-être avec une piste de réflexion par rapport à ça. Mais c'est d'avoir l'humilité de faire ça. Oui, ben exactement. C'est ça que j'allais dire. Ça prend de l'authenticité, de l'humilité. Puis ça rentre dans la catégorie d'être intègre aussi. Tu sais, t'aurais pu t'inventer. Tu sais, fait que ça c'est super. Puis, tu sais, toute cette... tu sais, parce que ça se sent, là, je veux dire, c'est sûr que tu as ton expérience là-dedans. Tu sais, comme tu dis, ça fait 15 ans que tu fais ça. Fait que tu as développé une certaine confiance, en tes connaissances, mais aussi en tes compétences, mais aussi envers toi-même. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou c'est quelque chose que tu as appris à développer ou dès ton jeune âge à cause de ce qui t'est arrivé? T'sais, à cause de ton père, ton passé, ton histoire qui est un peu difficile au niveau de l'enfance et tout ça, comme à quel moment, mettons, tu peux dire ouais, c'est ça, c'était pas comme ça avant. Là. C'était pas comme ça du tout. Moi, j'étais agoraphobe de ouais, base. Quand j'avais tellement peur des adultes puis de la violence que quand ça cognait ou ça sonnait à la porte, je partais
me cacher en courant dans les garde-robes, en dessous du lit ou quelque chose. J'étais même pas capable de confronter, même pas de confronter, juste de risquer qu'un adulte soit peut-être comme mon père parce que c'était mes sources de peur, tout ça. Fait que, tu sais, un enfant qui parle pas, un enfant timide, un enfant qui regarde à terre, un enfant qui est pas capable de soutenir un regard. Puis là, tu sais, justement, le chemin vers faire des conférences devant des milliers de personnes des fois, puis tout ça, tu sais, évidemment, ça a été un énorme travail, mais comme je te dis, la possibilité, ce qui a rendu ça possible, c'est pas le fait de me dire je veux faire des conférences devant 2000 personnes. C'est que j'ai commencé par vouloir être à l'aise avec mon petit pas de plus par rapport à ma petite confiance de plus, puis de bâtir là-dessus. Fait que, mettons, tu sais, pour ce qui est de ma confiance en mes capacités de coach puis tout, ben moi, j'ai commencé à coacher au basket quand j'avais 14 ans. Ah, OK. Fait que, en tant que joueur de basket, j'ai commencé à jouer à 6 ans. Fait que rendu à 14, j'avais déjà 8 ans d'expérience. Exactement. Fait que là, j'avais déjà des compétences qui me permettaient pas de coacher des gars de la NBA, pas des gars du cégep. Non, des petits gars, des petites filles de comme 6e année qui commencent dans ce sport-là puis tout, parce que je suis juste un peu en avance sur eux par rapport à cet aspect-là précis. Fait que là, on travaillait la technique, on travaillait le mindset, on travaillait la persévérance, on travaillait l'attitude, puis le sport, tu sais, c'est une très belle école de formation pour l'esprit. Totalement, totalement. Évidemment, moi, en coachant au basket, ben, je m'habitue à avoir un petit peu de leadership, je m'habitue à avoir, tu sais, de la réciprocité, de l'écoute, tout ça, être capable de bien comprendre qu'est-ce qui motive les gens, parce que je veux pas au sport, là, tu sais, faut que tu motives tes troupes, parce que sinon... Non, sinon, c'est ça, et ça t'aura pas les résultats que tu veux. Puis, tu sais, il y a beaucoup de mindset dans le sport, tu sais, il y a beaucoup de préparation mentale, il y a beaucoup de force mentale, apprendre à gérer ses émotions aussi, tu sais, la nervosité, le syndrome de... Ils sont plus forts que la défaite, ils sont plus forts que nous autres, on va-tu? Fait que c'est toutes des choses qui t'ont... C'est ça, ils nous ont fait ça la dernière fois, on sera pas allé battre encore. Fait que ça t'a définitivement apporté des outils comme coach après. Effectivement. Puis est-ce que tu as commencé à faire des conférences avant de faire du coaching ou tu as commencé à faire du coaching avant de faire des conférences? J'ai commencé à faire du coaching bien avant. Dans le fond, la première fois que j'ai fait du coaching de basket, c'était en 2004. Coaching personnel plus one-on-one dans mon bureau 2008. OK. Puis conférence 2014. Fait que OK, quand même. OK, 6 ans plus tard. Okay. Ouais. Parce qu'évidemment, tu sais, conférence, c'est un next level de... Le message est assez solide de manière générale pour impacter plus de vies one-shot. Fait que pour ça, il faut que tu l'aies testé et approuvé. Tu sais, c'est beaucoup de personnes qui essayent d'être conférenciers, mais ils n'ont pas encore fait le travail, je dirais, individuel avec eux-mêmes des fois, mais même individuel avec d'autres personnes pour voir, tu sais, comment ce message-là est reçu. Est-ce qu'il y a vraiment une pertinence? Est-ce qu'il apporte une grande valeur ajoutée? Puis, tu sais, du monde, on dirait qu'ils essayent de des fois régler leur... Tu sais, faire une conférence quasiment pour eux. Ouais, ben, il y en a beaucoup que c'est comme ça. Ouais, Puis, dans ta conférence, j'ai pas eu la chance de te voir en conférence encore, mais est-ce que tu es beaucoup dans le chapeau de coach ou est-ce que tu utilises beaucoup ton histoire? Est-ce que tu partages un petit peu ton parcours en un peu plus de storytelling ou tu es plus comme dans l'apprentissage, dans les notions? Je te dirais, j'ai fait au-dessus de comme 9 conférences différentes depuis mes débuts, fait que j'ai pu tester vraiment toutes les approches. T'es allé partout. Je me suis promené dans le gros storytelling dans lequel je me disais, OK, ben je vais partager ma vie en 4 parties. Chaque partie est associée à une leçon principale, puis à la fin, il y a une conclusion qui fait que tout ça fait du sens. J'allais avec des structures vraiment bullet point, voici quoi appliquer, tout ça. Je faisais une conférence récemment dans laquelle il y avait comme 10% c'était de la théorie, 90% c'était juste sortir papier crayon, puis tu sais, là, ici, et il y a déjà quelque chose qui a changé. Déjà quelque chose, wow. Fait que j'ai vraiment testé, tu sais, atelier, séminaire, formation, demi-journée, journée complète, demi-heure, 15 minutes, 4 heures, tu sais, j'ai vraiment... Et quel format que toi, t'as préféré? Y a-tu un format dans ça que vraiment, tu sais, comme, si j'avais à en faire d'autres, ça serait celle-là, tu sais? Oui, puis il y en a un que je prépare justement, là, pour repartir en tournée, autant Canada, Europe. C'est le format 1h30 style one-man show. J'adore. Un peu à la François Lemay, le genre, là? Ouais, on peut juste que lui, il fait 3h30. I know. fait que j'en ai fait beaucoup avant. J'ai fait pas mal toutes les villes principales du Québec dans mon ancienne tournée. Là, il y a eu la pandémie qui a fait en sorte que j'ai arrêté. Évidemment, c'était moins bien vu de faire les tournées de conférences. Ouais, c'est ça. C'était moins bien vu. Puis ben des contrats annulés. Puis ben des... Ça devenait tricky de louer des salles puis tout, surtout que moi j'organisais moi-même, j'avais pas un gérant ou quoi que ce soit. Là, fait que c'est ça, c'est beaucoup de travail aussi. Je vends mes billets tout ça. Fait que
fait que c'est ça, là, j'ai hâte de repartir en tournée justement avec mon C'était quoi ton équipe. thème? C'était quoi, mettons, ton thème, ton titre ou... J'ai fait une tournée sur une conférence en particulier qui s'appelle On fait quoi? Puis tu sais, c'était vraiment, justement, c'est celle que je te racontais, là, qui est en 4 parties, storytelling, leçons associées, puis tout leçons ça. associées à ça. Puis mon but, c'est que ça crée des changements. Tu sais, c'est une conférence d'inspiration, mais qui crée le déclic à l'intérieur de certaines personnes qui se disent vraiment, OK, si ce que je viens d'entendre aujourd'hui est réel, est possible, qu'est-ce qui est possible pour moi? Puis juste cette question-là, juste de constamment remettre en question, est-ce que ce que je vois comme limite en ce moment, c'est réellement des limites ou si c'est juste une perception de ma part en fonction de mes capacités que je pense que j'ai, tu sais, non pas réel. Puis même que peut-être qu'il y en a que je pourrais même développer, que je pense que j'ai pas, mais que... Puis moi, c'est un peu le format encore, moi, tu sais, qui est ça, tu sais, des storytelling reliés à des prises de conscience, des leçons à travers ça, puis juste toujours ramener ça aux gens avec lesquels je me présente devant eux, qui est ça, là, tu sais, d'essayer de déclencher ce déclic-là pour qu'ils réalisent que est-ce que je peux plus, est-ce que je peux mieux, est-ce que je peux faire des choses différentes, est-ce que je suis pris dans mes... Moi, j'utilise beaucoup les béquilles, les béquilles invisibles, tu sais. Il y a une jambe promenée, puis je marche avec une béquille, j'ai fait le pont, le lien entre moi qui a appris à marcher avec une béquille physiquement, tu sais, d'aller au-delà de ma limitation physique, mais que, à un moment donné, j'ai réalisé que la plupart de nos limitations sont invisibles, là, sont là ou sont ici, puis fait que j'appelle ça des béquilles invisibles, puis c'est souvent ça qui ressort le plus. C'est comme, tu m'as fait réfléchir sur mes propres béquilles invisibles. Ça, j'ai peut-être aller au-delà de ça. Fait que ce que tu viens de dire, ça me rejoint beaucoup. Et beaucoup de personnes ont besoin de faire désamorcer leurs croyances. C'est fou, hein? C'est la première étape, c'est d'aller, tu sais, avant même d'essayer de dire aux gens, voici ce que vous pourriez essayer, aviez-vous pensé à ci, à ça, c'est de leur faire remettre en question la possibilité que ce qu'ils conçoivent comme étant la réalité n'est peut-être pas si vrai. Ouais, tellement. C'est en plein ça. C'est la première brèche. Il faut commencer par la brèche. Puis, tu sais, moi, il y a une phrase que j'utilise beaucoup en coaching, autant que, tu sais, souvent dans des discussions, parce que j'ai beaucoup d'amis, tu sais, qui viennent vers moi dans la vie quand ils ont des choses, tu sais, à jaser, puis tout ça. Normal. Puis la première chose, c'est que j'identifie c'est quoi la croyance. C'est qu'est-ce qui ressort de ce speech-là, de cette situation-là. Puis là, si la personne me dit, mettons, j'ai l'impression là, que des fois, je me dis, ça sert à quoi bon, tu sais, travailler aussi fort, puis tout, tu sais, parce que je vois plein de monde autour de moi qui travaille fort, puis ça marche pas plus leur affaire, ou bien la vie fait en sorte qu'il faut recommencer à zéro, puis il arrive des accidents, des maladies, Fait que pourquoi, tu sais, je donnerais mon 110% puis tout ça, si la vie est pour tout gâcher? Puis tu commences par une question super simple. Est-ce que tu es certain à 100% que ce que tu dis en ce moment, c'est vrai? Que la vie, no matter what, va tout gâcher? Est-ce que tu as la certitude absolue que c'est vrai? Ouais. Puis la personne, ça vient d'elle-même. Ben là, tu sais, non, tu sais, pas à 100%. Là. C'est ça. Il y a peut-être des choses que je peux... C'est ça. Ouais, c'est ça, la fameuse brèche. Puis c'est là que tout commence, comme transformation. Arrêter d'être ancré dans son paradigme. Et c'est tellement ça. C'est tellement ça, puis c'est quelque chose que toi, évidemment, tu as appris à faire. Pour moi-même, au début. Ben, pour toi-même en premier, tu sais, c'est ça, je l'ai dit. Fait que ça, c'est intéressant. Écoute, j'ai envie de te demander pas changement de sujet, là, mais je vais t'amener ailleurs. C'est quoi ma recette de soupe thaïlandaise? Pour Genre vraiment. Écoute, pendant la pandémie, t'as-tu fait ton propre pain? Non. Merci de le demander, ça me touche. Ouais, okay. Moi non plus d'ailleurs. Continue à aller l'acheter à l'épicerie. Bon, non, je veux juste savoir en quoi Manu Lemay, en quoi tu crois? T'sais, quel est ton mantra, ta philosophie? Y a-tu quelque chose, toi, que, mettons, ça dirige beaucoup tes décisions, tes actions? Ou t'as pas ça pas en tout? Oh, j'en ai, oui. Et c'est une des choses que je fais le plus avec mes clients, c'est décider quelles sont les règles qui viennent d'eux-mêmes, qui vont régir leur façon d'être, leur façon de vivre. Moi, j'en ai une qui est « Je veux que chaque personne qui croise ma route reparte plus libre et heureuse. » Fait que ça, c'est au niveau relationnel. J'en ai une autre, c'est au niveau professionnel, en fait, c'est surtout à travers mon travail. J'en ai une autre qui est « Je veux incarner l'amour dans tous mes faits et gestes. » Ça, c'est plus au niveau relationnel, pour comment je veux être avec les autres.
J'en ai une par rapport à ma santé physique qui est je veux être aussi inspirant intérieurement qu'extérieurement. Fait que je veux que quand on me voit, quand on regarde, parce qu'on peut savoir un peu en quelque sorte les habitudes de vie d'une personne ou son niveau de discipline puis tout ça, juste de parce que la personne incarne. Et mon dernier, c'est je veux me réveiller en feu et m'endormir en paix à tous les jours. Like that. Fait que c'est mes 4 mantras, je te dirais. C'est rare qu'on me pose la question en entrevue, mais c'est vraiment, je me dis, tout ce que je t'ai raconté en plus, là, c'est des façons d'être, des façons de voyager. C'est pas un jour quand je vais être aussi inspiré intérieurement qu'extérieurement. Non, c'est ça, c'est maintenant. Tu l'incarnes maintenant. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, life goal, quoi que ce soit, projet futur, espoir que dans 20 ans, j'aille bâti telle affaire. Tu sais, oui, j'ai des objectifs. Oui, j'ai des objectifs, tu sais, financiers, personnels, bucket list, tout ça. Mais en même temps, moi, mon objectif, c'est de pas vivre une vie qui sert à se rapprocher d'un point précis dans lequel je vais pouvoir dire j'ai réussi ma vie. C'est de vivre ma vie d'une manière qui me donne l'impression que j'ai réussi ma vie à tous les jours. D'où le fait que je me réveille en feu, parce que je suis excité de la vivre, puis je m'endors en paix parce que je suis fier de comment je la vis. Écoute, j'ai un frisson, là. Moi, c'est tellement ça comme ça aussi. J'étais pas comme ça avant. Puis j'ai appris à être comme ça suite à. On avait échangé un peu ensemble, là. Pas aller trop loin là-dedans, là, mais tu sais, il y a des gens qui m'ont vu dans mes conférences, mes vidéos, tout ça, ils le savent. Tu sais, moi, en 2017, 2018, j'ai pas changé ma façon d'être. Je suis juste redevenu qui j'étais vraiment fondamentalement. Mais tu sais, avant, j'étais dans la performance au bout, les objectifs, les gros. Tout était des objectifs matériels ou monétaires ou de chiffres ou de réussite ou de ça. Puis j'ai roulé là-dessus, là. Écoute, toi, tu le vivras pas parce que t'as fait un apprentissage différent, mais moi, dans ma trentaine, c'était ça, là. Puis ça m'a amené à j'ai fait un burn-out. Quand mon père est décédé, ça a été comme l'espèce de bougie là, qui a fait sauter le pétard, là, si on veut, là, puis frapper un mur. Puis quand je me suis relevé de tout ça, puis que j'ai vraiment reconnecté complètement avec qui j'étais moi-même, mais c'était ça, là. C'était de revenir à pour que je vive. J'ai pas changé tout ce qui est autour de moi, mon environnement, mes affaires, mais surtout changer de quelle façon je vivais ma vie, je voyais ma vie, d'arrêter d'être. Puis ça a été le changement, ça a été ça. Ça a été en bout de ligne, là. Je veux juste comme avoir le goût de me lever le matin, puis me réaliser pleinement, me sentir épanoui, puis de me coucher le soir, puis d'être fier de ce que j'ai accompli ou de ce que je suis en train d'accomplir. Puis j'adore quand tu dis de me sentir en paix. C'est encore plus profond. Pourquoi on vit pas tout de même? Pourquoi on a besoin de... Puis je vais amener ma question plus loin. Pourquoi plusieurs personnes ont besoin de frapper un mur pour se rendre compte de ça, puis de changer son mindset, changer ses croyances, changer sa façon d'être? Je pense que c'est très société industrialisée. Tu sais, je veux dire, sûrement certaines personnes qui habitent dans certains villages qui n'ont jamais eu ce genre de discussion-là parce que pour eux, c'est tellement acquis. Peut-être, hein? Le fun dans la vie, c'est de profiter, c'est d'être avec ses proches, c'est d'avoir de quoi se nourrir, puis juste, tu sais, pouvoir sentir le soleil sur sa peau, puis tout ça, tu sais, il n'y a rien de plus beau, dans le fond, puis de plus naturel. Mais nous, on vit dans des sociétés qui prônent la performance, qui prônent la comparaison. Les médias sociaux sont arrivés, tu sais, autour de 2008, ça a commencé à exploser. Puis là, tu sais, tout le monde a commencé pas juste à se comparer quand on voit d'autres personnes, mais quand on est tout seul chez nous, on voit encore d'autres personnes. Fait que, tu sais, là, ça a jamais arrêté, si on veut. Puis surtout que, tu sais, si tout le monde, les médias sociaux, c'était une webcam live qui filme tout le monde tout le temps, il n'y aurait peut-être pas cette comparaison-là, parce qu'on se dirait, taboire, lui, finalement, hein, je me compare. Tellement un bon point, ça, Manu, tellement. Imagines-tu, hein, ça sera de même? Ben oui, tu sais, lui, c'était mon mentor jusqu'à temps que je voie que, il a vu ses enfants, genre 20 minutes dans les 3 dernières semaines, tu sais. C'est peut-être, je vais peut-être moins essayer d'imiter son hustle, tu sais. J'aime beaucoup ce que tu dis, là. Beaucoup. Fait que pour en venir à ta question de pourquoi, comme les gens sont pas plus orientés de base sur ça, c'est tout simplement que on se fait élever par des parents qui vivent dans une société. Cette société-là prône certaines choses. Puis, tu sais, c'est pour ça, en quelque sorte, que de plus en plus, je pense qu'il y a des gens qui s'éveillent au fait que, wow, on s'en va pas... Parce que c'est un cercle, tu sais, c'est un momentum. Puis, ça s'en va de plus en plus vers ça jusqu'à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se rendent compte qu'on s'en va vite dans la mauvaise direction puis qui veulent prendre un pas de recul pour eux-mêmes réaliser qu'ils sont pas bien, puis ensuite peut-être essayer d'aider d'autres personnes à réaliser que ça fait pas de sens tout ça. Puis c'est un peu, tu sais, pour ça que des gars comme toi puis moi,
consacrons notre vie justement à partager certains messages parce qu'on espère que ça va faire en sorte que les gens se réveillent à temps et qu'ils puissent, par le fait même, impacter d'autres personnes puis se réveiller aussi. Totalement, totalement. Puis qu'est-ce que toi te motive à continuer à faire ça, puis à faire ça tous les jours, puis de la façon que tu le fais aussi? Pour moi, je pense que c'est un sens des responsabilités. Comme dirait l'oncle à Spider-Man. Hein? Ouais. Grand pouvoir vient avec des grandes responsabilités, c'est ça qu'il avait dit? Exactement. Juste avant de dire Ah! Bref, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un peu bizarre cette séquence-là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Ben, littéralement, puis je pense, tu sais, des fois, mettons, je pense à, OK, mais comment je peux faire pour impacter encore plus de monde? Comment je peux faire pour partager ce message-là? Tu sais, j'ai écrit un livre, c'est déjà, je suis content, je peux mourir en paix, tu sais, je peux continuer d'aider du monde, même après, s'il y a de quoi, le livre est écrit. Mais pour vraiment, qu'est-ce qui me motive à essayer de faire ça de plus en plus grande échelle, c'est que je me dis, tu sais, mettons mon père qui a vécu dans sa vie d'enfant, d'adolescent, il a vécu tellement de souffrance, tellement de douleur, de destruction, tout ça. Puis je me dis, c'est à cause de ce contexte-là qui a créé beaucoup de douleur, de destruction, qui a créé notre background difficile. Puis j'aimerais ça que les gens n'aient pas besoin de souffrir comme j'ai souffert pour comprendre ce que j'ai compris, parce que je me considère extrêmement chanceux de m'en être sorti, parce que toutes les circonstances de ma jeunesse auraient dû me mener vers la drogue, la violence, la criminalité, des choses comme ça. Et j'ai eu la chance inouïe d'avoir une mère qui était probablement une sainte réincarnée ou quelque chose comme ça, mais d'avoir son contexte et de réussir à avoir la patience qu'elle a eue, de m'aider, de m'éduquer, de me transmettre. Tu sais, ma mère, depuis que je suis tout jeune, depuis l'âge de genre 4 ans, me lit des livres de croissance personnelle et me repartage ce contenu-là. Ah ouais, hein? Okay. On dit que j'ai commencé tôt à 17, mais dans le fond, j'ai comme commencé en fait, tu avais déjà commencé ton éducation de la croissance personnelle par ta mère. Exactement. Ça, c'est beau, ça. Je considère que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Fait que, c'est pour ça que moi, je suis pas juste de l'école. Je suis pas juste de l'école. Non, c'est que tes choix puis tout ça. OK, mais donne-moi des choix, mais avec une mère qui s'occupait pas de moi, négligente ou quoi que ce soit, je suis pas du tout la même personne. Fait que je veux pas que ce soit juste une question de chance pour les autres. Je veux que ce soit une question de circonstances, d'environnement puis d'influence. Puis je me dis, plus je vais impacter de monde, plus il y a des personnes qui vont avoir un éveil puis qui vont se dire, OK, moi, j'ai entendu parler de ce gars-là, j'ai lu ce qu'il y avait, tu sais, j'ai vu son message d'une certaine manière, j'ai envie de faire le bien autour de moi, j'ai envie de me regarder dans le miroir, de devenir une meilleure personne, j'ai envie de contribuer positivement à la société, ben je me dis peut-être que, tu sais, si dans un village, là, mettons, il y a 100 personnes, là, puis il y en a 90 là-dessus là, qui sont des bonnes et belles personnes avec des belles valeurs, de la bienveillance, de la compassion, de la patience, de la compréhension, du respect, ben ça fait en sorte que même si certaines personnes, des fois, veulent prendre des tangentes qui les éloignent de ce qui est bon et beau en eux, ben ça les ramène. Parce qu'ils réalisent que, tu sais, même des fois quand on est jeune, c'est cool de pas être gentil, c'est cool de genre faire du mal, de hey, tu sais, va-t'en y faire lancer le ballon chasseur d'en face, tout ça. Mais comme plus il n'y en aura pas de ça, plus ça va juste devenir la norme d'être bienveillant. Puis c'est ça mon objectif, c'est ça qui me motive. Ouais, tu sais, c'est tout ça, la bienveillance, l'authenticité, l'honnêteté, l'intégrité, le positivisme pouvait être la norme, au lieu d'être l'inverse complètement dans la société qu'on vit aujourd'hui. J'ai une question un petit peu plus. Si je peux faire juste une petite parenthèse là-dessus, c'est pas non plus de tomber dans être soft pour autant. Non. Puis tu sais, ça, comme être soft, ce que je veux dire par là, c'est que on a besoin d'adversité dans la vie. On a besoin de douleur, on a besoin de difficultés, on a besoin de pouvoir tester notre force, notre résilience, notre capacité à surmonter les défis, parce que même dans un monde où il y a des bonnes et belles personnes, il y a des challenges quand même. Puis ce processus-là, tu sais, c'est pas vrai, mettons qu'on peut prendre le podcast qu'on fait aujourd'hui, le faire écouter à tous les enfants de 5 ans sur Terre, puis que la société est réglée. Parce qu'ils doivent expérimenter, ils doivent faire des erreurs, ils doivent tester, voir si pour eux ça s'applique, voir comment ils l'appliquent. Fait qu'il y a un rythme de croissance aussi normal pour l'espèce humaine par rapport à leur capacité de conscientiser ces concepts-là. Puis il faut respecter ce processus-là, mais c'est pour ça qu'au moins, si on place des environnements dans lesquels, oui, il y a des bonnes et belles personnes qui les encadrent, mais en même temps, on leur évite pas la douleur et la confrontation. Puis tu sais, je voyais justement dans l'actualité récemment, tu sais, on dirait qu'on essaye tellement de protéger, on essaye tellement de mettre dans Watt puis tout ça. Beaucoup de surprotection dans la société, tu sais, beaucoup de comparaisons, de jugements et tout ça, mais beaucoup de surprotection, effectivement. Puis tu sais, c'est pire. C'est pire. Tu sais, en même temps, tu sais, toi, tu serais pas quitté aujourd'hui, ce serait pas des embûches, les douleurs, les souffrances, les challenges que la vie te mener, tu sais, à cause de, comme tu as partagé en début d'entrevue,
T'as vu C'est ton des père, comment challenges il qui nous était avec permettent de nous toi. questionner. Ah Tu oui, sais, puis je donne souvent cet exemple-là en conférence, j'ai dit, qui ici, à main levée, a déjà eu une méga prise de conscience sur sa vie, quand ça va bien. assis sur le bord du deck de piscine avec un mojito? Personne. Tu sais, c'est pas là, genre, tu sais, c'est La quand... seule prise de conscience que tu as avec le mojito, c'est comme est-ce que je vais m'en chercher un autre? Oui, C'est je devrais ça. aller m'en chercher un autre. Ou est-ce que c'est celui de trop puis j'arrête de boire définitivement? Tu sais, il y a comme... Aussi, ça peut être une autre belle prise de conscience. Mais encore là, trop de mojito, ça revient à de la souffrance quand même. Fait que tu sais, c'est Même la affaire, douleur même qui est affaire. nécessaire en quelque sorte à certains moments. Mais c'est ça, tu sais, fait que de réussir à ne pas non plus surprotéger les gens, puis comme d'accepter que le monde va faire des erreurs, d'accepter que le monde va se planter, ils vont essayer des choses, parce que là, sinon, tu sais, on va finir dans une société où les gens n'osent même plus essayer quelque chose, n'osent même plus risquer quoi que ce soit, parce qu'ils vont se dire, hey, tu sais, je vais me faire cancel, je vais me faire juger, je vais me faire ci, je vais Ouais. me faire ça, j'aurais plus le droit d'exister, j'aurais plus... Il y en a beaucoup qui ont encore beaucoup de difficultés à accepter ça. Il y en a plein là, qui ont de la difficulté à accepter qu'ils vont se faire juger, puis qu'ils vont avoir des erreurs, ils vont avoir des embûches, puis tabarouette, c'est fou comment est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de ça, tu sais, ils ont peur du jugement des autres, ils ont peur de pas être aimés ou de se tromper, puis Caroline, ça les garde dans l'indécision complète, puis dans l'inaction complète, tu sais, fait que c'est à force, je pense, d'en parler comme on fait. À force aussi les gens d'aller voir, j'encourage les gens à aller voir. C'est plein de conférences, là, pas juste les notes, là, de tout le monde. Va chercher ce que tu as besoin d'aller chercher. Et je pense que la croissance personnelle, le développement personnel, ça existe depuis toujours. Mais je crois que là, ça a comme fait un petit kick, je pense, un petit boom. Je pense que les gens ont pris conscience pendant la pandémie qu'ils devaient un petit peu plus, oui, prendre soin de soi, mais plus loin que ça, plus de faire des prises de conscience sur de leur façon qu'ils vivent, de la façon qu'ils pensent, de leur philosophie, leur mode de vie, fait que, On dirait que ça a c'est le fun, polarisé ça les l'ouvre. gens. Hein? C'est un extrême ou l'autre. On dirait que ça a comme divisé. Soit il y a du monde, comme tu dis, qui ont eu une espèce d'éveil spirituel, puis qui se sont dit, OK, il faut que je prenne ma vie en main, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour me sentir libre, pour aider les gens impactés. Puis il y a l'autre partie, des gens qui, je pense, jugent énormément les autres parce qu'ils se jugent énormément eux-mêmes. Ils ont peur souvent de sortir de leur zone de confort, ils ont peur d'essayer des affaires, ils ont peur d'être jugés. Fait que dès que quelqu'un fait la moindre erreur, ils vont aller les clouer sur la place publique en se disant, tu devrais genre plus avoir le droit de ci, de ça. Tu sais, alors qu'au fond, comment peut-on apprendre si ce n'est par l'erreur? Fait que de vouloir punir l'erreur, je veux dire, si quelqu'un fait la même affaire 4 fois de suite, a une volonté de le faire et n'a pas de volonté de s'améliorer, juge comme tu veux, genre fais ce que tu as à faire, mais si quelqu'un dans un processus d'apprentissage a l'humilité d'admettre ses torts, est en train de se dire, ouais, c'est vrai, j'ai fuck up, j'aurais jamais dû, je pensais telle affaire, puis tu sais, se permettre d'avoir cette croissance-là, tu sais, c'est pas pour rien que ça s'appelle la croissance personnelle et non pas de la grande réalisation one-shot personnelle. Non, faut que tu croites, là, faut que tu apprennes, puis c'est un processus. Puis moi, tu sais, je trouve que quand tu mets plus l'emphase sur ton processus, justement, ta progression, tes apprentissages, que juste des résultats, je trouve que c'est plus facile. Tu sais, c'est plus doux, t'es plus en paix avec ça, t'es plus totalement. Puis, tu sais, tu parlais, on parle beaucoup de mindset, on parle beaucoup de croyances, de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller, mettons, à des gens qui nous écoutent en ce moment, puis c'est comme, hey, les gars me font réfléchir, mais c'est un peu nouveau pour moi tout ça, tu sais, le savoir-être, la croissance personnelle, même peut-être il y en a qui vont être plus attirés vers la spiritualité ou peu importe. Puis là, ils sont comme, ça me parle, mais je suis pas sûr que c'est pour moi, puis comme surtout, par où commencer? Par où commencer? Parle-moi du triangle. Il y a l'environnement dans lequel on est. Ouais. L'environnement va avoir une influence directe sur nos choix. Ah. Nos choix vont nous amener à nous développer en tant que personne, fait qui on est. Fait que l'environnement influence l'identité. L'identité influence la vie. Fait que tu sais, des fois, le monde, ils se disent, moi, j'aimerais ça changer ma vie. Je pense pas que ça se fait juste changer sa vie. Tu commences par où? Tu
Non, Ça se fait pas de même, là. Ça se fait pas comme, je décide de changer ma vie. Bon, c'est pas une baguette magique, là. Ben, c'est ça, tu sais, t'arrives pas au gym la première journée, t'es comme, bon, je change mes biceps, tu sais, non, on va faire la petite affaire jour après jour, jour après jour, puis tu sais, y a personne qui part du gym la première journée, puis qui se regarde dans le miroir, puis qui est comme, OK, ça marche pas ce gym-là. Genre, tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la même chose avec la croissance personnelle. Exactement, puis on a tendance à se dire, vu que c'est mental, puis on est capable, dans le fond, tout le monde est capable de prendre une décision à cette vitesse-là. Mais est-ce que parce qu'on prend une décision à cette vitesse-là, on devrait avoir les résultats de cette décision-là à cette vitesse-là? Évidemment, non. Autant qu'on peut prendre la décision d'aller au gym one shot, mais tout le monde assume que c'est pas parce qu'on décide le jour 1 que ça veut dire qu'on a un résultat le jour 1. Fait que c'est de s'autoriser à faire un processus qui va demander du temps, des efforts, de l'énergie et surtout certains sacrifices en termes de confort. Parce que, tu sais, quand tu changes d'environnement, mettons, aujourd'hui, il n'y a plus personne dans ma vie actuelle qui était dans ma vie, il y a 10 ans, si c'est pas des personnes qui ont aussi eu une croissance dans un certain Donc, tu as changé ton environnement en premier au fil du temps, puis ça commence. Tout changement commence par ça, effectivement. Puis des fois, l'environnement ne te laisse pas le choix de changer. Tu sais, si tu vas, puis je donnais ça dans un autre podcast comme exemple, si tu vas dans un resto, puis il n'y a que des choix qui sont bons pour la santé sur le menu, OK? Il n'y a que ça. Quelles sont les chances que tu manges mal? Ben, pas de chance si t'as pas de mauvaise nourriture. Donc. Exact. Tu vas bien manger. Donc, si tu t'assures de mathématiquement contrôler tes probabilités de succès en te plaçant volontairement dans un environnement qui a plus de chances de te rapprocher de ce que tu veux, ben ensuite, en étant dans cet environnement-là, tu fais des choix qui correspondent à ton environnement. Et ces choix-là vont te faire croître dans cette direction-là. Éventuellement, la personne que tu es devenue voit la vie différemment, reçoit différents feedbacks. Tu sais, si tu es entouré de gens négatifs, tu parles de tes rêves, et c'est risqué, et bonne chance, quoi que ce soit. Tu es entouré de gens inspirants, ambitieux. Wow, good job, hey, ça a l'air malade. Hey, t'as-tu pensé que je pourrais te présenter mon ami, pourrait peut-être t'aider? C'est totalement une feedback loop qui est différente. Fait que vu que tu es une personne différente, tu fais des choix différents, tu rencontres des gens différents, puis finalement, ça revient au principe du début qu'on disait, c'est des petites choses, mais sur une longue période de temps, qui font que finalement, tu te ramasses. Tu sais, au début, là, quand tu changes d'angle un peu, là, ça paraît pas là, au début. Le petit mini changement, micro changement, il paraît pas, là, mais sur le long terme, ça fait ça de même. Là, fait que ça fait un impact. Écoute, j'ai envie de te demander de quoi ça peut être autant personnel que professionnel, mais de quoi tu es le plus fier en ce moment? Qu'est-ce qui a monté spontanément, même si au Québec ça se dit pas, c'est qui je suis. Fait que là, je salue toutes les personnes qui sont pensées. Pourquoi ça se dit pas? Ça se dit qui je suis. Être fier de qui je suis. Être fier de qui je suis, dire que je m'aime, que je suis fier. En tout cas, dans le podcast Humain d'exception, là, c'est un des principes d'être fier de qui on est, de ce qu'on a accompli, de ce qu'on est devenu. Fait que ici, s'il y a quelqu'un qui mon Dieu, ben il ne veut même pas qu'il l'écoute, le podcast. Parce qu'effectivement, il faut être fier de qui on est. Fait que parle-moi de ça. De quoi tu es le plus fier de qui tu es? Fier d'avoir l'humilité de continuer à travailler jour après jour sur l'amélioration de ma personne. Fier de ne pas m'asseoir sur mes acquis. Fier de, peu importe le niveau de succès ou de liberté, de continuer à travailler fort pour une mission parce que c'est plus grand que moi individuellement, ce sur quoi je travaille, puis je veux vraiment avoir un impact global. Puis je me dis à 32 ans, il me reste encore peut-être un 50 ans solide de carrière, là. Fait que, tu sais, avec l'évolution de la technologie médicale et tout ça, tu sais, j'ai bon espoir que, puis moi, je veux jamais prendre ma retraite, tu sais, j'ai déjà dit sur mon testament, c'était venir chercher ma carcasse sur le stage, c'est là que je meurs, tu sais. Fait que... La mienne va peut-être être juste à côté de la tienne, elle va peut-être pas pourrir un peu avant, là, mais ça sera pas bien loin. On va se timer. Ouais, c'est bon, j'adore. Puis est-ce que t'as c'est sûr que t'en as plein, je veux dire, si tu n'aurais pas réalisé tout ce que tu as réalisé si tu n'étais pas quand même un gars de rêve, d'objectif, c'est quoi ton next big goal, ton prochain gros rêve, gros objectif ou ce que tu veux accomplir? Quelque chose que j'adore vraiment, c'est écrire des livres. Puis j'en ai écrit, j'ai commencé ma carrière, c'était pas de la vidéo, c'était pas des conférences, rien, c'était des textes. T'écrivais des J'ai toujours eu cette passion-là pour l'écriture, articles de blog, articles dans le journal étudiant. J'avais une section. Je te confirme que pour te lire sur tes réseaux, Facebook surtout, je pense que t'écris un peu plus sur Facebook qu'Instagram, mais t'as vraiment une belle plume. Fait que c'est le fun que tu dises ça. Je t'encourage à publier plus de livres possible. Effectivement, mon premier livre m'a pris 9 ans d'écriture avant d'être... 9 ans, hein? Fait que je veux accélérer le processus pour être capable de sortir plus que 5 livres en carrière finalement.
Ouais. Écoute, tu me Parce que rassures parce que moi, puis j'ai pas peur de le dire, j'ai toujours été, moi, très transparent, authentique. Pour moi, faire ça, des vidéos, des podcasts, faire une conférence, c'est quelque chose qui est naturel, on dirait. J'ai plus de facilité. Mais maudit que j'ai de la misère j'étais en écriture, mais là, c'est comme si là, ça s'est gelé. J'ai commencé à écrire en 2019, 2020. Ça a l'arrêté. C'était un gros. Fait que tu te dis que ça a pris 9 ans ton premier. Moi, ça fait 3 ans que j'essaie de le faire. Fait que ça veut dire que c'est possible. Puis c'est correct que ça prenne un peu plus de temps. Puis le temps va ça passer va. anyways. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste quand tu dis j'arrête, c'est là que c'est fini. Non, c'est ça. Non, mais j'ai jamais dit que j'arrête. Je me dis, OK, l'inspiration n'est pas là. On dirait que je trouve pas. J'ai voulu me concentrer plus sur ma conférence, sur mon coaching. Mais définitivement, là, que plus je fais, puis c'est drôle, hein, parce que quand le concept maintenant est né, plus clair, avec Humain d'exception, je commence avec un podcast parce que c'est plus facile. Tu sais, moi, la technologie des vidéos, puis ici, j'adore faire ça, tu sais. Je trouve ça le fun. Mais plus j'avance dans ça, plus je rencontre des leaders d'exception, des humains d'exception. J'ai comme, là, le goût d'écrire est en train de beaucoup revenir. Est-ce que tu as puis même pour d'autres qui auraient peut-être envie justement de se lancer là-dedans puis d'aller vers l'écriture puis de sortir un livre, moi, je te pose la question personnelle pour moi, mais ça peut peut-être répondre pour bien d'autres. Ce serait quoi tes meilleurs conseils pour sortir publier, pas juste écrire, se rendre à publier son livre? Je te dirais de penser à la publication du livre une fois le livre écrit en quelque sorte, parce que dans le fond, tu sais, c'est une étape finale, si on veut. Fait que tu sais, c'est comme comment je vais faire publier mon livre de recettes. Ben, as-tu des recettes? Tu sais, c'est genre on va commencer par l'écriture du contenu, du core de ce qui va être le livre, mais c'est surtout comme n'importe quel projet, parce que l'écriture d'un livre, c'est un projet, monter une business, c'est un projet, travailler sur son fitness, c'est un projet. C'est de prendre l'habitude de placer dans l'horaire, à horaire bloqué, fermé, là, les plages que tu veux consacrer à l'objectif que tu veux atteindre. Fait que si quelqu'un veut écrire un livre, tu peux pas, tu sais, la fameuse illusion de toutes les choses qu'on se dit dans la vie, je vais le faire, mais que j'ai le temps. Du temps, Tu n'auras jamais le temps. Mais il est toujours là, le temps. Qu'est-ce que tu fais avec? Fait que, est-ce que, tu sais, moi, mon horaire est d'un niveau de détail que le monde voit ça et ils sont genre, oh, mon Dieu, mais tu sais, c'est tellement jam-pack. Comment est-ce que tu fais? Je me considère comme une des personnes les plus libres. Tu sais, je suis tout le temps en train de demander à mes amis, ça vous tente-tu d'aller prendre un verre? Ça vous tente-tu de ci? On va-tu monter une montagne? On va-tu en bateau? Quoi que ce soit? Puis ils sont comme, je peux pas, je travaille. Moi, je peux parce que, oui, mon horaire, il est jam-pack, mais il est jam-pack d'une façon que je l'ai créé, tu sais. Fait que mes plages horaires de travail sont super définies, mes plages horaires de dîner sont définies, mes plages horaires de loisirs sont définies, mais dans ces plages horaires-là, je peux choisir. Je travaille sur les choses qui me font triper. Je fais le loisir. C'est ce que tu fais. Fait que l'écriture, comme là, je sais qu'à partir de septembre, je commence l'écriture de mon prochain. En ce moment, je suis plus dans l'idéation, le brainstorm puis tout ça, mais vraiment la plage horaire disciplinée, ancrée dans l'horaire, c'est à partir de septembre. Je le sais que... Combien de temps que tu te mets? Combien de temps, mettons, ça a l'air de quoi? Parce que ton horaire, mettons, d'écriture, c'est-tu comme, tu dis, je me mets à 1 heure à tous les jours, je me mets un bloc de 3 heures une journée, comment tu répartis ça? Rendu en septembre, je vais regarder selon les autres projets, parce que c'est toujours une question de priorité. Fait que, tu sais, si jamais, mettons, si mon livre, c'est ma priorité absolue, au-delà de mes programmes de coaching, au-delà de la tournée de conférences puis tout ça, ben, ça va être une chose que je vais mettre à tous les jours pendant, mettons, 2 heures. Si jamais c'est comme 4e priorité, ben, ça va peut-être être quelque chose que je vais mettre pendant 1h30, 2 fois, tu sais, 3 fois par semaine. Je comprends. Fait que, tu sais, ça va vraiment être... Tu t'obliges pas, mettons. Est-ce que tu t'obliges? Parce que, tu sais, d'écrire un livre, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de préparation, comme tu dis, l'idéation, tu structures ça, puis après ça, bon, tu dis, OK, là, je me lance. Mais l'inspiration va être là, tu sais. Est-ce que tu y vas selon ton inspiration? Tu dis, non, j'ai un bloc là. L'inspiration, gotta be there, man. Faut qu'elle sorte. Elle va sortir, je vais écrire ce qui va sortir. Exactement. Puis tu sais, je lisais une quote récemment, puis je trouvais ça tellement bon, c'est que ça disait, quand tu es dans le processus de création, sois pas dans le processus de peaufinement. Puis je trouvais ça tellement bon. C'est comme un sculpteur, mettons, là. Un sculpteur, ça commence, ça tape, ça crée sa forme. C'est pas en train de lisser les surfaces au fur et à mesure. Tu commences par laisser jaillir ce que tu as laissé jaillir, puis ensuite tu le peaufines. Mais si tu fais les deux en même temps, tu coupes ton flow créatif. Fait que très brillant. Tu essaies de rendre ton livre bon au lieu de le rendre vivant. Rends-le vivant, puis après ça, rends-le bon. Après, rends-le bon. Écoute, c'est un très bon conseil. Juste ça, moi, en tout cas, je vais
vais le planifier concrètement dans mon agenda. Mais vois-tu, ce que tu viens de dire, ça peut faire une grosse différence parce que des fois, on se met la pression de dire, OK, je me suis mis un blog, je vais commencer à écrire. Puis là, on se met le stress de, faut que ça soit bon, faut que ça soit inspirant, faut que ça soit... Mais non, c'est l'inverse. Écris, sculpte, fais la base, là, fais le rough, puis après, reviens sur ton chapitre ou sur le bout que tu as écrit plus tard. Puis là, peaufine, rends ça meilleur, rend ça plus bon, plus inspirant. Merci, c'est un bon conseil. Aussi, puis je suis content que ce truc-là te parle, mais au niveau de l'horaire, ce qui est important surtout, parce que tu parles, OK, mais je respecte mon horaire, même si j'ai pas d'inspiration, quoi que ce soit. La plupart des gens, je disais ça cette semaine à mes clients en coaching, j'ai comme un groupe de coaching pour entrepreneurs, puis je leur disais, est-ce qu'en ce moment, l'horaire, parce que tout le monde est comme, je suis pas capable de respecter mon horaire. Fait que je leur demande, est-ce que ton horaire, tu l'as bâti en fonction de ce que tu voudrais idéalement être capable de faire, ou tu as bâti ton horaire en fonction de tes capacités actuelles et de tes intérêts actuels? Et ça, c'est une énorme différence dans le fait de... Grosse différence. Quelqu'un va se mettre dans son horaire 1h30 de gym à tous les après-midi, il est pas rendu là, il va pas le faire. Mais toi, dans ton horaire, ce que tu es capable, ce que tu as le goût, ce que tu es prêt à faire, mets-toi 15 minutes chaque matin, mets-toi une demi-heure 3 fois par semaine. L'écriture, si jamais tu sais que tu n'auras pas le goût d'écrire tous les jours, tu n'auras pas l'inspiration tous les jours, ou tu es dans le rush dans le business, ben mets-toi genre chaque dimanche matin 4 heures de temps. Si c'est ça ta réalité actuelle, bâtis ton horaire en fonction de ça. Puis ça va te permettre de le respecter parce que tu le regardes puis t'es comme, oui, c'est ce que je veux. Tu sais, au lieu de dire, c'est ce que je dois. Et voilà. Et c'est très sage comme conseil, Manu. Merci beaucoup. J'ai deux petites dernières questions pour toi que j'ai envie de t'entendre là-dessus. La première, c'est qu'est-ce qui t'inspire? Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire ou même quel genre d'humain t'inspire? Quel genre t'as-tu toi-même un coach, un mentor? Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que pour être capable d'inspirer les autres puis d'accompagner les autres personnes puis les amener vers leur chemin à eux d'exception, il faut qu'on se connecte à quelque chose. Il faut qu'on soit nous-mêmes inspirés. C'est quoi toi? Je te dirais, les humains qui m'inspirent le plus, souvent, c'est des personnes qui vont être extrêmement résilientes. C'est des gens qui ont eu peu importe le nombre de claques d'en face, puis qui ont passé à travers en mode. Mais il y en a eu. Beau. Claque jeudi, 8h, parfait, tu m'adonneras. J'ai quoi vendredi, on règle ça vite. Des gens qui sont libres financièrement, qui sont libres dans leur corps, qui sont libres, qui se sentent, qui ont le temps de passer du temps en famille, tout ça. Fait que des humains que j'appelle des 9.9 sur 10 dans tout. Du monde qui thrive à la recherche de cette excellence-là. Parce que je suis pas du tout impressionné par quelqu'un qui atteint l'excellence dans un des piliers de sa vie au détriment des autres. C'est quelqu'un qui est le meilleur bodybuilder, mauvaise relation avec son même pas de temps en famille. Non, je suis pas impressionné. Multimilliardaire, obèse morbide avec de la misère attachée ses souliers, je suis pas impressionné. Fait que ces gens-là qui m'inspirent, c'est du monde qui walk the talk, du monde que je me dis, OK, c'est un peu comme ça que j'aimerais être dans 10 ans. Il y en a plusieurs. En ce moment, je suis dans un coaching avec Dan Martell, j'ai lu son livre que je recommande à tout le monde, Buy Back Your Time, vraiment intéressant. J'ai adoré, moi, personnellement, au niveau des systèmes et tout ça. Puis c'est un gars, justement, tu sais, s'entraîne, triathlon, tout ce que tu veux, une femme, 2 enfants, tu sais, vraiment, fait que... il est complet puis il est excellent dans toutes les sphères de sa vie. Puis dans les dernières années, qui t'a aidé, inspiré, qui a eu un impact sur toi? Est-ce que tu peux m'en nommer un? Pour n'en nommer que quelques-uns en rafale, tu sais, depuis mes débuts, parce qu'évidemment, tu sais, tout le monde qui écoute ça se peut qu'ils ne connaissent pas, même si c'est des gens qui ont une bonne notoriété. Vas-y, ceux que toi, ils t'ont inspiré, ils t'ont impacté. Tony Robbins, évidemment, si quelqu'un ne connaît pas Tony. Robin Sharma, Wayne Dyer, Les Brown, même Greg Plitt au niveau fitness. Tu sais, là, Greg Plitt décédé aujourd'hui, malheureusement, mais il y a encore beaucoup de vidéos qu'on peut retrouver sur Internet, tu sais, de niveau motivation, fitness. Il y a beaucoup de personnes que j'ai... C'est un peu comme moi aussi, là, on est très inspirés, puis on a beaucoup de références et de gens qu'on suit aux États-Unis, beaucoup anglophones. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage francophone, dans la francophonie ou au Québec que tu pourrais... Je te dirais, moi, Martin Latulippe m'a beaucoup aidé. C'est devenu un ami au fil du temps. J'ai fait son Académie Zéro Limite quand j'avais... C'était en 2014, j'ai fait l'Académie. Moi, je l'ai faite pas longtemps, moi, 2021, juste après la pandémie. En fait, en pleine pandémie.
Oui, exactement. Fait que ouais, Martin qui m'a aidé. Certaines personnes aussi vont adorer le style pleine conscience de François Lemay. Oui, C'est oui. un gars complètement con, là. On a tellement de fun, genre, tu Ah sais. ouais. Même Ah affaire, ouais, David Bernard, Daniel Blouin, Isabelle Fontaine, Jasmin Bergeron, Sylvain Boudreau. Toutes des gens que j'hésiterais pas à référer, là, tu sais, qui sont des Tu les perles. référais aussi au podcast Humain d'exception. Là. All right, yes, vraiment. Cool. Excellent. Merci. Dernière question, Manu. Mhm. C'est quoi pour toi, je la pose à tous mes invités à la fin, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Je pense qu'un humain d'exception, c'est quelqu'un qui ose se remettre en question dans le but de non seulement s'améliorer, mais de voir comment est-ce que m'améliorer peut aider globalement. Quelqu'un qui va pas, tu sais, parce que je suis pas dans l'école de pensée de nos, tu sais, absolument plus, mieux tout le temps, tu sais. Fait que pour moi, un humain d'exception, c'est pas en termes de résultats, tu sais, de qu'est-ce que t'as atteint ou quoi que ce soit, ou tu sais, de travailler plus que les autres. Un humain d'exception, c'est quelqu'un qui, tu le regardes, là, puis tu te dis, wow, cette personne-là, là, peu importe que je la regarde intérieurement, extérieurement, familialement, professionnellement, puis je me dis, si tout le monde pouvait être comme ça, aïe aïe qu'on aurait une belle planète. Fait que c'est un peu ça pour moi, une humaine exception. Wow, j'adore. Ben écoute, t'es dans cette catégorie-là, mon cher. Merci beaucoup, je te renvoie l'appareil, mon cher, puis merci. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. C'était magnifique, c'était très inspirant. Merci d'être là. Merci à tout le monde qui a été là jusqu'à la fin aussi. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas pour en mettre en dessous de la vidéo qui va se retrouver sur ma chaîne YouTube, Benoît Laflamme, Humain d'exception. Vous allez voir ça passer partout. Gênez-vous pas pour donner du love. À Manu aussi, s'il y avait des moments, s'il y a des pépites d'or que vous avez notées, que c'est comme ça. Wow, ça c'est vraiment, ça me rejoint beaucoup. Gênez-vous pas pour l'écrire dans ce que vous allez voir. Ça va rejoindre Manu, c'est sûr et certain. Merci d'avoir été là et on se revoit dans un autre épisode très bientôt du podcast Humain d'exception. Yes, sir. Bye bye tout le monde. Ciao. Bye Manu. Merci.